Alors pour cette rubrique, nous recevons Géraldine de Touré qui va faire un petit peu avec nous le tour de l'actualité des luttes des femmes dans le monde. Géraldine ? Oui, alors je vais commencer par l'Europe avec la Grèce. Donc c'est la victoire des femmes de ménage grecques. En fait, en janvier dernier, la victoire de Syriza, qui est le parti souverainiste grec, qui s'oppose un peu à la politique de l'Union européenne et du FMI, a permis la réintégration de 595 nettoyeuses licenciées par le gouvernement précédent. Je rappelle rapidement ce que c'était. En fait, les ministères, les institutions grecques avaient, comme en France, on connaît en France et peut-être en Martinique, des femmes de ménage qui étaient intégrées, donc salariées de ces ministères. Elles ont été licenciées sans autre forme de procès, sous prétexte évidemment des coupes budgétaires, de façon extrêmement brutale. Donc elles ont immédiatement manifesté, parce que c'était absolument inadmissible, et la police a reçu l'ordre de taper. En fait, c'était vraiment ça, le mot d'ordre c'était taper, donc elles ont été, à chaque fois, ça a été beaucoup de courage de leur part, parce qu'à chaque fois, elles ont été traînées par les cheveux, molestées, enfin tout ça devant les caméras, mais quand même, c'était ça le principe. Alors, le parti d'extrême gauche est arrivé au pouvoir et elles ne se sont pas démobilisées, parce que c'est vrai que ce n'était pas une priorité a priori. Elles sont restées elles ont campé devant les ministères, donc elles avaient fait le jour et la nuit, là elles l'ont fait que le jour, voilà, pour réclamer leur réintégration. C'est chose faite maintenant. Alors, il faut juste rappeler quand même pour tout le monde, c'est que le monde du ménage, en fait, les sociétés de nettoyage, c'est un enjeu capitaliste extrêmement important, parce que partout on licencie des femmes de ménage qui étaient payées de façon décente, et ces sociétés de nettoyage fleurissent où on emploie des précaires dans des conditions extrêmement lamentables, avec des salaires misérables et aucune protection sociale, ou presque, enfin au mépris de la loi. Voilà, donc c'est important de le signaler, et qu'en Martinique ça se passe aussi, et que c'est majoritairement des femmes, bien évidemment, qui sont les victimes de ça. Et d'ailleurs maintenant, en ce moment, on attaque même leur jour férié. Ah bah voilà, ça ne m'étonne pas, on va faire le ménage le dimanche, c'est beaucoup mieux. Très bien, oui, tout le monde est tranquille. Voilà. Et leurs enfants, tout ça, ils s'en fichent, en général ils n'ont pas de voiture, donc il faut... Non mais bon, c'est la fête. Donc, autre chose, alors pour passer à un foot un peu plus... Voilà, une autre chose un peu optimiste et même assez important. Le Nigeria, qui est un des plus peuplés, un des plus riches pays africains, vient d'abolir en mai dernier l'excision, enfin de façon générale les mutilations génitales. Alors ça touche, d'après les instances internationales, l'UNICEF estime à 100 à 130 millions des femmes qui ont subi donc, des mutilations génitales. Alors je vais juste rappeler très très vite pour qu'on sache de quoi on parle et qu'on comprenne l'horreur. Il y a 4 types de mutilation génitale. Il y a la clitoridectomie, je ne sais plus comment on le prononce, clitoridectomie, voilà, qui est l'ablation d'une partie ou de la totalité du clitoris. Ça, c'est le premier type. Le deuxième type, qui est le plus pratiqué partout, dans toute l'Afrique et dans une partie du Moyen-Orient, c'est ce qu'on appelle l'excision, c'est-à-dire qu'on enlève une partie ou tout du clitoris, mais les petites lèvres aussi. En général, c'est une ablation totale des petites lèvres. Le type 3, qui est l'infibulation, on recoue, c'est-à-dire on coud l'entrée du vagin, parce que pour l'homme ce sera plus agréable, et puis la femme ça assure sa virginité parce que c'est tellement horrible, et en fait à chaque fois que l'homme la pénètre, il découpe, il déchire un peu l'ensemble. Donc c'est la fête au village comme vous l'imaginez, et on coupe évidemment aussi en général les grandes lèvres, les petites lèvres, la totale. Et enfin le type 4, et alors là c'est carrément la torture, et qui est très peu pratiqué parce qu'il y a quand même 40 à 50% de mortalité, ce qui est quand même assez énorme, donc c'est peu pratiqué. Et alors là c'est carrément délirant, c'est-à-dire qu'on fait tout ce que je viens de dire précédemment, mais en plus on fait des scarifications dans le vagin pour que ce soit extrêmement inconfortable, et on met des plantes, on met des plantes et on ferme derrière les plantes, on ferme l'entrée du vagin pour que resserrer en fait, pour que le vagin soit extrêmement tendu et serré. Donc pour la femme c'est une véritable torture pendant qu'on lui fait ça, mais ensuite chaque rapport sexuel, l'excision ça va être une promenade de santé par rapport à celui-là. Et donc voilà, ça c'est l'horreur, il faudrait qu'on le sache. Alors ce travail, il faut quand même rappeler que le fait que les mutilations génitales aient été abolies, d'abord c'est un excellent exemple pour le reste de l'Afrique. Rappeler aussi que dans certains pays plus proches de nous, comme la Tunisie, il y a le président actuel de la Tunisie qui explique que c'est quand même de la chirurgie esthétique, il faut quand même pas s'agiter trop. Donc après ce que je viens de vous dire, là, vous voyez, c'est effectivement de la chirurgie esthétique. Et qu'il y a des organisations, des ONG, les féministes africaines ont travaillé inlassablement, je voudrais juste les citer très rapidement. Donc il y a une ONG qui s'appelle Equality Now, dont
La présidente, c'est une ONG internationale. La présidente est une Pakistanaise. Il y a des mouvements féministes nigérians comme Boaba for Women's Human Rights et Women in Nigeria, qui s'appelle WIN, et qui, elles, ont œuvré vraiment beaucoup. Donc ça, c'est une pierre dans le jardin de ceux qui nous expliquent que le féminisme, c'est un truc de blanc. Voilà. Alors, je voudrais juste dire juste quelque chose rapidement sur une Iranienne qui s'appelle Atena Farghadani, qui vient d'être condamnée à 12 ans de prison pour propagande antigouvernementale, insulte aux gardiens de la foi et insulte aux membres du gouvernement. Alors en fait, son vrai crime, c'est d'avoir publié sur son blog un papier dénonçant le manque de contraception pour les femmes et d'avoir mis en scène dans une caricature les hommes qui ont voté pour cette interdiction absolue de la contraception. Donc je pense qu'on va voir à l'écran la caricature incriminée. Voilà, donc là, elle aurait... Et en plus, après, donc elle a été arrêtée 12 ans. Elle a été arrêtée, on l'a retenue dans un commissariat quelque temps, elle s'est fait frapper, on lui a demandé de se déshabiller, enfin l'humiliation, et elle a eu le malheur de raconter ça dans son blog. Et de raconter en même temps comment on traitait les autres prisonniers qui étaient là, et prisonnières qui étaient là. Donc là, du coup, 12 ans de prison. Donc il y a une campagne qui essaie de trouver... de se faire entendre par le gouvernement iranien, mais qui a priori dit que non, il ne se passera rien, ils en ont assez, ils ne vont pas avoir de leçon de morale de l'Occident. C'est nous sommes tous et toutes, toutes et tous, des Atena Farghadani, en mémoire à Charlie. Alors, ensuite, je voulais juste qu'on fasse un petit coup de projecteur, et ça va peut-être être le début ensuite d'une... On en reviendra le mois prochain sur ce qui se passe en Chine. Donc on sait, la dernière fois nous avions parlé des 5 féministes chinoises qui avaient été arrêtées pour avoir osé protester contre le harcèlement, entre autres dans les lieux publics, mais partout, en fait, dans les bus, les transports, mais aussi dans les universités. Donc elles avaient été arrêtées et libérées, on voit une photo là, grâce à une mobilisation mondiale. Alors, mais en Chine, voilà ce qui se passe. 50% des hommes mariés, d'après une étude du ministère de l'Intérieur, disent avoir frappé, ou 50%, ou s'être imposé sexuellement à leur partenaire. Donc ça veut dire avoir violé leur partenaire, en gros. Donc, alors les féministes chinoises se mobilisent. Pour la Saint-Valentin, par exemple, ces 3 activistes sont habillés de robes de mariée tachées de sang avec le slogan « Oui à l'amour, non à la violence » et « Violence contre les femmes, pourquoi restez-vous silencieux ?» Alors, elles ont obtenu pour la première fois une victoire parce que la loi a criminalisé pour la première fois les actes de violence conjugale, alors qu'avant c'était rien, c'était autorisé, on n'en parlait pas, voilà. Par ailleurs, les femmes chinoises protestent aussi parce que depuis 2005, en fait, il y a eu un afflux de femmes dans les universités chinoises et que les universités chinoises se sont dit c'est pas possible, on va avoir que des cadres, des ingénieurs, des informaticiennes, des médecins, des doctoresses, c'est l'horreur. Donc ils ont brutalement, alors que ça va à l'encontre de la constitution chinoise, ils ont imposé un quota. Alors c'est un quota qui se traduit comment? Pour rentrer dans ces universités, la plupart, les femmes doivent avoir des notes supérieures à celles des hommes pour être admises à l'université, voire carrément des vrais quotas, c'est-à-dire, on dit, il n'y a pas... Et les quotas sont en défaveur des femmes, donc elles protestent de façon générale. De façon générale, les féministes chinoises sont dans le collimateur de l'État qui officiellement est féministe, ça fait partie des grands de la révolution chinoise, parce qu'en fait, elles s'insurgent, comme toutes les féministes du monde entier, contre les inégalités, et donc, entre autres, elles défendent et elles s'insurgent contre le traitement qu'on fait des Tibétains et des Tibétaines, donc elles sont considérées comme des traîtresses, donc elles sont pourchassées, et voilà, et être féministe en Chine en ce moment, c'est quelque chose. Et juste pour le dernière chose, signaler l'élection de 2 femmes, de 2 mairesses à la mairie respectivement de Madrid, Manuela Carmena, et celle de Barcelone, Ada Colau. Alors il faut savoir qu'elles sont issues du parti d'extrême gauche Podemos, et que elles prônent un changement des politiques. Entre autres, par exemple, ils ont décidé de couper leur salaire tous les élus Podemos en 2 et de revenir sur un certain nombre de restrictions qui avaient été faites. Alors là, on applaudit bien fort. Je voudrais juste te dire qu'à l'heure où en France on est en train de éventuellement voter pour Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'on choisit de rentrer que la politique de restriction, comment ça s'appelle mais la politique de restriction, d'austérité est devenue un dogme sur lequel on ne va pas revenir, même la gauche qui est plus la gauche. Et bien là, à côté de nous, en Grèce et en Espagne, il y a des partis d'extrême gauche qui arrivent au pouvoir, et on espère que ça va vraiment changer. Après la Grèce, exactement. Voilà. Merci Géraldine.